Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier vlog de décembre. Bon, je pense qu'une petite présentation s'impose. Bon, moi clairement, je suis Maxime, qui est présent dans pas mal de crédits de la chaîne, tout simplement. Connu aussi sous le nom de Shadron101, pour tout le nom de la chaîne, Shadron101, qui est en pause, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Et Keramite sur certains réseaux sociaux, Discord, etc. Et pour l'instant uniquement sur ça, mais ça risque de changer, mais ça encore, vous verrez ça dans le futur, parce qu'à l'heure où je parle, de toute façon, il n'y a rien. Bref, mais le format, parce que c'est quand même beaucoup plus intéressant de présenter le format que ma personne. Le format, c'est simple, c'est des vlogs, et ça sort au mois de décembre. C'est pour ça que j'appelle ça les vlogs de décembre. Je sais, c'est énormément recherché, vous avez même eu peut-être des doutes en lisant pour ça, c'était vraiment ça, mais oui, c'est effectivement des vlogs qui sortent en décembre. Mais réellement, qu'est-ce que sont ces vlogs, qu'est-ce qu'ils vont proposer, etc. De toute façon, c'est une évolution, en fait, dans le temps que je vous propose. Vu que moi j'aime bien en fait faire des vlogs qui se suivent et qui parlent d'année en année. D'ailleurs cette première vidéo, ce premier vlog de décembre de la petite Pogidaire est déjà une suite à ce que j'avais fait sur ma chaîne personnelle du coup chez 21 l'année dernière, puisque moi en fait j'ai toujours aimé consacrer décembre au vlog, parce que c'est une période assez chargée avec des examens, avec tout simplement des vacances, il faut partir. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, et c'est pas le moment où tu vas sortir ta plus grosse émission, avec énormément de travail derrière, des heures de montage, de l'After Effects, etc. Donc moi j'ai toujours aimé me consacrer au vlog au mois de décembre, et en plus de ça, il y a un côté chaleureux. Alors oui, à la base, le fait de faire des vlogs en décembre pour les autres youtubeurs, c'est du fait que c'est là où il y a le plus d'argent à gagner, parce que c'est là où le coût des pubs augmente drastiquement, donc c'est un salaire assez élevé qui vous est proposé, mais moi clairement je n'ai jamais gagné un seul centime en fait avec mes chaînes, donc c'est pas pour ça que je fais ça, c'est juste la tradition que j'ai gardée et en fait que j'ai trouvé sympathique en tant que spectateur en fait de suivre des vlogs pendant ces mois-là, parce que c'est quand même des choses assez sympathiques et généralement ça soulage un peu. Ce format est clairement inspiré de Mr. Fox avec ses vlogs d'hiver et d'été, et vous verrez que ça va revenir assez fréquemment cette citation à Mr. Fox, parce que voilà, c'est un créateur qui m'inspire, j'aime bien ce qu'il propose en termes de contenu, et si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne qui parle de doublage, et intéressez-vous-y, surtout si vous êtes un pro VO, il pourrait vous faire changer d'avis et vous intéresser vraiment au doublage, parce que c'est un milieu qui est passionnant, et qui est un peu très sous-estimé finalement. Enfin bref, très longue introduction du format, mais c'est pas fini parce que j'aimerais encore en parler un tout petit peu. Je sais que le format vlog et le format collection, parce que de toute façon je vais pas faire comme si c'était une surprise, c'est écrit dans le titre, c'est la collection de Shadron 2. Je sais que ce format, les deux, que ce soit le format vlog ou le format ma collection, c'est des formats qui sont assez décriés. Pour les vlogs, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je pense que certains vlogs peuvent être intéressants. Maintenant, c'est clair que moi, suivre la vie de quelqu'un, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais le format vlog a de l'intérêt, c'est juste qu'il faut savoir le travailler comme format. Par contre, le format ma collection, comme le fait Mr. Fox, je vous l'avais dit, Durandal, pour tout ce qui est film, DVD, etc. Benzaï aussi, même si c'est un créateur que je ne suis plus depuis un petit moment, mais qui de souvenir avait fait des vidéos ma collection jeux vidéo, sont des vidéos que j'apprécie en tant que spectateur, et qui du coup me donnent envie d'en faire. Pourquoi? Parce que si au premier abord ça peut paraître un peu primaire comme vidéo et juste dire « Hey regardez, j'ai ça dans ma collection, c'est trop bien, moi je l'ai, nanani nanana », en vérité je trouve qu'il y a un véritable partage de culture en fait à travers ce partage de bibliothèque. Parce que, on est d'accord, ma bibliothèque n'est pas la plus intéressante qui existe au monde. Premièrement, je pense que si vous voulez vraiment avoir un gros intérêt de juste dire « Oh mon dieu, cet homme a une énorme collection, il y a des pièces collector, etc. » allez voir des bibliothèques de mecs qui font du JDR depuis 20 ans, pas moi qui en fais depuis 3 ans quoi. Mon but c'est pas juste dire « Hey regardez, j'ai une bibliothèque et j'ai des jeux dedans !» parce que c'est pas intéressant. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'en présentant ce que tu as dans ta bibliothèque, ce que tu as acheté, tu peux raconter un peu de ta vie, de tes histoires, ça j'aime bien, vous verrez, j'ai 2-3 anecdotes à chaque fois, c'est sympa, mais surtout tu peux partager le jeu. Alors, vous verrez qu'il y a certains jeux auxquels que j'ai pas lu, que j'ai pas forcément joué, c'est assez rare. Plus l'année dernière, je crois que c'était qu'un seul jeu, voire zéro, j'ai plus souvenir, j'avoue, j'ai pas regardé ma propre vidéo, mais ça peut dire que ouais, cette année, il y a quelques jeux que je n'ai pas lu et pas joué, mais à chaque fois il y a des explications, mais en dehors de ça, quand tu présentes un jeu, quand tu dis ouais voilà moi j'ai acheté pour ça et je le trouve agréable pour ça, etc., finalement ce qu'on fait c'est du partage de la culture, c'est du partage de ça, et à chaque fois moi je trouve que c'est une façon très intéressante d'intéresser. Moi je sais que j'adore ces vidéos, par exemple la collection DVD du Randall,
qu'on aime ou qu'on n'aime pas Durandal, hein, mais sa collection DVD, et dedans il y a des perles, il y a des trucs pas super connus, et moi j'adore aller piocher ces petits trucs là, où il fait ouais, ça c'est un film qui était sorti en 2012, non, ça n'a pas été super diffusé, et tu fais ouais, ça a l'air trop bien, je le prends. Et la dernière précision avant de commencer, parce qu'il faut bien rajouter, c'est juste pour dire que je ne vais pas représenter des livres que j'ai déjà présentés à ma dernière vidéo qui était sortie sur Shadowrun 101 l'année dernière, donc je vous mets un lien par là, je crois, dans la description, etc. Pareil pour la chaîne de Mr. Fox, tout ça, parce que une grosse inspiration, donc je le crédite, parce que clairement, voilà, faut être honnête à un moment. Mais voilà, allez voir cette première vidéo si vous voulez voir vraiment la collection complète. Je sais que le titre c'est la collection complète, mais en fait la collection complète c'est la série, hein, c'est pas qu'une seule vidéo. Alors c'était qu'une seule vidéo quand on avait qu'une, maintenant qu'il y en a deux, la collection complète c'est l'ancienne plus celle-là. Vous n'êtes pas obligé de la voir, mais voilà, si vous voulez voir la collection complète et que je vous partage les jeux, c'est par ça. Et alors que j'attrape mon premier bouquin, je vois une question se créer en vous, mais dis donc, Shadowrun, Kéramite, Maxime, là, on sait pas comment t'appeler déjà, parce que tu changes de pseudo tout le temps, mais surtout, quel est l'ordre? Est-ce que c'est ton ordre de préférence? Non. En réalité, en fait, c'est juste l'ordre alphabétique, parce que quand j'ai classifié les jeux que j'avais pour savoir lesquels j'avais déjà présenté ou pas, je les ai rangés par ordre alphabétique, et donc du coup, je me suis dit, ça serait plus sympa si sur ma table, je les rangeais de manière alphabétique. Donc, allez, on va y aller de manière alphabétique. Le premier jeu, et pas des moindres, parce que c'est un jeu sur lequel j'ai fait une campagne, c'est un jeu sur lequel j'ai fait une vidéo, et c'est un jeu auquel j'ai beaucoup de bouquins à présenter, donc ça va être assez sympa pour commencer, ça va être assez lourd, et de vous dire, putain, ce mec met 4 heures pour tout, vous inquiétez pas, certains jeux seront plus rapides que d'autres à présenter. Le premier jeu, c'est Chill. Chill, le livre de base, j'ai des suppléments avec, j'ai le dossier d'enquête, les monstres, le guide de la save et le carnet de l'émissaire qui est en gros le livret de joueur. Chill, livre de base, donc c'est un jeu de rôle contemporain horrifique qui a comme base tout simplement l'horreur de nos légendes. Ça peut paraître dit un peu bizarrement comme ça, mais en fait, je le mets en opposition souvent avec les œuvres de Lovecraft et surtout l'Appel de Cthulhu. Sur l'Appel de Cthulhu, en fait, il y a toute une mythologie qui a été créée autour de ça, qui sont les grands anciens, etc., etc. Là, nous n'avons pas cette horreur-là cosmique qui est propre à Lovecraft, nous avons l'horreur de nos propres mythes et légendes, en fait. C'est le même postulat de base, si vous préférez, que Supernatural, qui, quand commence sa série, nous dit juste, en fait, tout est vrai. Les Wendigo, ça existe, les vampires, ça existe, etc., etc. Chill, c'est exactement ça. C'est toutes nos légendes viennent de quelque chose de réel. Et à partir de là, eh ben on a juste à défiler. Dans Chill, les joueurs jouent des émissaires. Les émissaires, c'est quoi? Ce sont les membres de la Save, et la Save est une organisation secrète qui lutte, j'ai eu du mal à sortir ce mot, qui lutte, j'allais dire qui œuvre, je sais pas pourquoi, bah allez, qui lutte contre les forces du mal. Voilà tout simplement le postulat de base, vous jouez un émissaire, vous pouvez même en jouer plusieurs selon le jeu, hein. Quand un se repose ou a été blessé, bah en fait tu peux switcher sur un autre. C'est très très sympa en vérité. J'ai fait une critique sur la chaîne Shadowrun 101, je vous laisse aller regarder parce que je vais donner beaucoup plus de détails que là actuellement. Mais moi en tant que ressenti, j'aime beaucoup ce jeu, c'est pas un de mes jeux favoris, j'avouerai, mais j'aime beaucoup quand même ce jeu parce que je trouve le système de jeu déjà très sympa. Je vais pas vous l'expliquer là, mais il y a une explication de toute façon dans la vidéo. Mais surtout, en fait, j'aime beaucoup cet aspect horreur avec une potentielle réussite de s'en sortir. C'est-à-dire que le gros problème de Lovecraft, c'est que comme les humains sont au second plan dans ces histoires, bah les humains ça meurt. Dans tous les cas, donc le livre de base est accompagné, comme je vous l'ai dit, de plusieurs suppléments sur lesquels je vais m'attarder très rapidement. Le dossier d'enquête qui sont tout simplement des scénarios, rien à redire là-dessus, c'est des scénarios, c'est simple. J'en ai fait jouer un qui était vraiment très sympa, j'ai fait jouer 4453 AT27 de souvenirs. Qui est de toute façon le premier scénario qui m'avait tapé dans l'œil. Je dis tiens, j'aimerais bien essayer de faire jouer ça, et je l'ai fait jouer et ça s'est super bien passé. J'ai pas fini le scénario parce que ça a été mis fin à ma campagne, mais ça j'en parlerai surtout dans le prochain vlog. Mais ouais, il y a eu quelques petites erreurs de ma part, et vous allez voir que 2018 n'a pas été une super année rôliste de ma part, mais bon, c'est pas grave. Le prochain bouquin, c'est le livre des monstres, intitulé Monstres, qui est tout simplement le bestiaire. Vous allez oui, mais les bestiaires, c'est pas intéressant. Bah là oui, là le bestiaire est intéressant en fait, parce que c'est présenté, alors pas tout le livre, hein, il y a un passage purement bestiaire comme dans le livre de base avec des stats etc, mais c'est présenté en petites notes comme ça qui sont des rapports de la save, et en fait sur ces rapports, et je vous ai pas montré une bonne page parce que là c'est pas le cas, mais sur les rapports en fait se trouvent des notations en rouge, des mecs qui barrent, qui soulignent, qui regardent et voilà, qui font des notations, et en fait je trouve ça super cool.
de la part du jeu de le vendre comme ça en fait, les introductions, parce que du coup ils vous montrent des monstres et ils vous donnent un archétype de scénario que tu peux suivre par rapport à ça en fait. Et voilà, c'est absolument génial, tu vois, genre il y a une petite note en rouge là, je sais que je pense que vous devez pas voir beaucoup, mais faites-moi confiance, et j'aime beaucoup en fait cette forme-là, elle est assez RP, et moi j'aime ça en fait, quand on prend le temps de RP. Ah d'ailleurs oui, tous les bouquins commencent par un petit comics qui est pas super joli, pas super intéressant. Il me semble que ça vient de la VO, ça vient de la VF, je suis désolé à K-Games, parce que vous avez fait un super boulot, mais pas ça. Par contre ouais, si ça vient de la VO, c'est pas intéressant, c'est pas super joli, c'est pas... Bon bref. Le dernier c'est le guide de la save, qui présente simplement la save, ses opposants, avec beaucoup de détails que j'ai trouvé même plus intéressant que les informations qu'on a sur le save dans le livre de base, limite en mode reproche, mais bon c'est pas grave. Shield est un très bon jeu, je vous le recommande, procurez-vous. Les suppléments ne sont pas tous obligatoires, je pense notamment à Monstre, parce qu'il y a quoi faire quand même dans le livre de base, mais bon, je dis pas qu'il est inutile, je dis pas obligatoire, parce que moi clairement je suis content d'avoir la gamme complète quand je joue, j'utilise tout, mais pas obligatoire. Monstre, le guide de la save je pense c'est assez obligatoire, alors en soi rien n'est obligatoire, on se comprend, mais il donne beaucoup d'informations qui je pense auraient dû être dans le livre de base pour aider à appréhender l'univers, donc ouais, un peu plus obligatoire. Et le dossier d'enquête, si vous voulez vous inspirer pour voir à quoi ressemble un scénario, c'est vrai que c'est toujours ça qui est sympa quand il y a des scénarios inclus, c'est quand tu ne sais pas quoi faire, tu peux voir ce que eux font et te dire d'accord, c'est ce genre de truc qui va le faire jouer. Waouh. Et ça fait quand même pas mal de temps de vidéo, et j'ai présenté qu'un seul jeu. Fort heureusement pour vous, le prochain jeu, je n'y ai pas joué, donc j'ai pas grand chose à dire dessus. Hearthstone, avec du coup 3 bouquins, le recueil du joueur, le recueil des donneurs de noms et le livre du maître. Ce sont du coup 3 bouquins assez volumineux, massifs et assez jolis. C'est l'édition Black Book Edition. Et je n'y ai pas joué, je l'ai que survolé parce qu'en fait c'était les promotions, et vous savez qu'Hearthstone est censé ne plus être édité, et il est qu'en promotion dans les déstockages. Alors là on est en décembre, mais du coup en janvier il y a les promotions de janvier. Allez voir sur le site de Black Book Edition, à tous les coups ils ont encore des stocks d'Hearthstone, parce qu'en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vident leur stock en proposant un gros pack vraiment pas cher, pour le coup je crois c'est 30 €, et dedans en fait le pack petit à petit réduit. Moi j'avais eu 2 romans, j'ai eu ces bouquins là, d'autres trucs à côté, et en fait dès que ça part en stock ils refont un pack avec moins d'éléments. Hearthstone, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui a quelques originalités, je l'ai remarqué avec le peu que j'ai lu, parce que je l'ai quand même un peu bouquiné pour savoir ce qu'il proposait, et il a quelque peu d'originalité dans l'univers. Ça reste du médiéval fantastique, on n'est pas dans un jeu qui essaye de camoufler son côté médiéval fantastique, mais dans un jeu qui essaye de jouer avec, c'est pas tout à fait pareil. Sinon, qu'est-ce que je peux dire? Pour moi, le jeu, la seule chose que je connais, c'est qu'il a une réputation d'être le jeu où quand tu croises un monstre, le MJ te passe une gomme. Voilà. C'est la petite blague qui se fait apparemment sur Hearthstone. À ce qui paraît, les combats sont très violents, et les créatures du jeu ne rigolent pas. Après, j'y ai pas joué, je peux pas dire plus que ça, j'ai pas lu les 3 bouquins, parce que quand j'ai très vite compris que finalement, aucune personne de mon groupe était chaud pour jouer dessus, et que je l'ai acheté surtout pour la collection, hein, parce que voilà, c'était édition limitée, entre guillemets, c'était vidage de stock, même s'il en reste encore aujourd'hui. Il me semble que les dernières promotions, il y en avait encore, en tout cas. Mais vous comprenez l'idée, je me suis dit, bah voilà, au moins je les aurai dans ma bibliothèque, et je saurais de quoi parlent les gens quand ils parlent d'Hearthstone, parce que moi je connaissais pas le jeu du tout, si ce n'est de nom et cette réputation du crayon et de la gomme, etc. Mais voilà, c'est tout. Rien de plus à dire, voilà, c'était assez rapide, et ça tombe bien parce que là je suis en duoté, et le prochain jeu est aussi très rapide à présenter, ça va être sympa. James Bond 007, le jeu de rôle. C'était pour le délire. Bon, j'ai rien de plus à dire, c'est juste traîner sur un vieux site de revente de jeux de rôle d'occasion. J'ai d'ailleurs perdu le nom du site, des fois j'essaie de le retrouver si jamais vous voulez procurer le jeu. Et j'ai vu James Bond 007, et si vous savez pas, mais moi je fais mes études en cinéma, et ça m'a fait rire en fait de voir un jeu de rôle édité, parce que l'idée de faire un jeu de rôle 007, moi elle m'intéresse pas, mais un jeu de rôle édité par Descartes 007, je me suis dit mais putain, mais il me le faut juste pour rire. J'y ai pas joué, je l'ai à peine survolé, mais c'est incroyable. Le jeu est super vieux, je crois qu'il est de 85, un truc du genre. À chaque fois je regarde j'adore regarder les crédits. Ouais, les derniers crédits c'est 88, voilà.
Donc 88 je crois qu'est sorti le jeu, peut-être un peu plus tard, je ne sais pas, en vrai dire, je ne sais pas, mais c'est là qu'est le copyright, en tout cas, en 88. Incroyable. C'est incroyable. J'ai un peu survolé, ça part très intéressant à jouer, hein, pour être honnête. Si vous voulez faire de l'espionnage, il y a d'autres jeux, il y a Ned Black Agent, il y a d'autres trucs qui se proposent des trucs que je trouve plus intéressants que là actuellement avec James Bond 007, le jeu de rôle. Mais voilà, je l'ai acheté pour le délire. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a d'autres gens qui en l'ont, et est-ce que d'autres gens veulent l'acheter pour le délire. Je vais lancer un petit hashtag. Écoutez, je traîne pas mal sur les réseaux de la petite pause, donc vous allez pouvoir aller mentionner la petite pause JDR sur Twitter avec le hashtag moi aussi j'aime la collection. Je vous le mettrai à l'écran parce que je suis quelqu'un de sympa. Et me mettre une photo si vous aussi vous avez ce bouquin ou si vous l'avez acheté. Si vous l'avez déjà avant cette vidéo, vous marquez juste que bah, vous l'aviez déjà, et si vous l'avez acheté, bah, vous direz que grâce à moi, vous avez dit putain, il existe un jeu de rôle James Bond 07, et est-ce que c'est pas un jeu à avoir dans sa bibliothèque juste pour rigoler? Un soir, t'es bourré, il est 3 h du matin, tu dirais pas à tes potes, putain, enfin un jeu de rôle 007. La suite sont 2 campagnes du même jeu, l'appel de Cthulhu. Pourquoi 2 campagnes? Parce que j'ai pas le livre de base. Waouh, cette phrase était vachement nulle, faut pas que je la refasse. Le rejeton d'Azathoth. Donc voilà, une petite boîte jeu de rôle avec dedans plusieurs livres, un écran de jeu qui est magnifique je trouve. En tout cas je trouve les couleurs magnifiques, voilà, je trouve qu'il y a une ambiance assez sympathique. Il y a un poster, tiens j'avais oublié. Ah non c'est pas un poster, c'est le livret d'annexes. Rempli d'annexes. Le truc me saute à la gueule. Enfin bref, voilà, nous sommes dans le rejeton d'Azathoth, une campagne, je sais pas trop de quoi elle parle parce que bah, je n'ai pas eu le temps de me plonger dedans. C'était un cadeau d'anniversaire que j'ai eu cet été, du coup. Qui était en bonus d'un autre cadeau d'anniversaire, qui lui, par contre, est le cœur de mon truc. La boîte que je voulais le plus, je pense, de toutes les boîtes de jeux de rôle qui peut exister. Elle est trop grosse. Terreur sur l'Orient Express. La campagne Toulouse, qui est super longue. Moi, on m'a dit qu'elle durait plus d'1 an. Que je n'ai pas lu, que j'ai quasiment jamais ouvert parce que c'est un cadeau et que je dois être joueur en fait dessus avant. C'est en discussion avec Gossett notamment. Ça fait un moment qu'on en parle, ils veulent masteriser, je veux être joueur dessus. Et du coup, j'ai la boîte pour la collection parce que je la voulais absolument et c'est mon cadeau d'anniversaire. Je remercie énormément la personne qui me l'a offerte en la présence tout simplement de ma copine. Mais du coup, je l'ai pas lu. Je ne peux pas lire cette campagne qui est une des campagnes qui m'intéresse le plus de toutes les campagnes qui existent Toulouse. Parce que je dois être joueur. Vous sentez la frustration un peu. Rien de plus à dire, c'est que c'est magnifique. Dedans, en plus, il y a des livres. Alors, il faut que je vous montre les livres. Parce que j'ai quand même regardé la gueule des livres, quoi. Il y a des posters, il y a des posters pas forcément très bonne qualité, mais qui sont sur les villes, je crois, le système ferroviaire des villes. On a un petit carnet des voyageurs, le guide du voyageur. Mais surtout, on a des bouquins qui sont magnifiques. Que ça tombe. On a des bouquins. Bah alors, je vous montre le livre 1. Magnifique. Je trouve ça magnifique, je suis désolé. J'aime beaucoup les couleurs, le style graphique, vraiment. Terreur sur l'Orient Express, je le trouve, est super bien emballé. L'intérieur est triste à mourir. C'est de l'appel de Cthulhu, hein. C'est super classique, c'est noir et blanc, c'est pas ouf. Et on va refermer ça, il y avait une illustration un peu chelou. Non mais vraiment, moi là je suis en mode no spoil total, est-ce que je vais être joueur dessus? Si la campagne est aussi longue qu'on me le dit, donc plus d'1 an de jeu de rôle, ça serait très con que je me spoil des trucs, donc je vais poser ça, je vais arrêter de vous l'ouvrir, voilà, j'ai ces jeux, je n'ai pas de livre de base de l'appel de Cthulhu, et de toute façon en fait, je compte masteriser Terreur sur l'Orient Express quand j'aurai fini d'être joueur, donc c'est à dire que normalement il me reste pas mal de temps avant, et d'ici là j'achèterai une édition, peut-être la V7, je suis sûr qu'il y a moyen d'adapter facilement. D'ailleurs, si vous êtes joueur de Cthulhu, est-ce que les campagnes V6 s'adaptent super facilement en campagne V7? C'est la question que je vous pose pour savoir comment je m'organise pour quand je masterisais Terreur sur l'Orient Express, qui pour l'instant n'est pas du tout lancé, hein, on est d'accord, hein, on est d'accord. On dirait pas que je vais un peu vite sur les jeux, et si pour compenser ça, je parlais d'un de mes jeux favoris, mes jeux coup de cœur de cette dernière année, Mutant Année 0. Faut comprendre que j'ai un style de masteriser en fait plutôt particulier. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'overlay où je suis MJ et ça s'explique facilement. Vraiment, je suis assez perfectionniste dans le sens où je suis jamais satisfait de ce que je fais. J'aime bien chercher tous les défauts et j'en trouve beaucoup à chaque fois des défauts.
Donc je suis un perfectionniste mais qui perfectionne pas. Non, je rigole. J'essaie de me perfectionner de session en session, mais c'est très dur. C'est t'as le stress du moment qui fait que plein de trucs où tu t'es dit ah ça fais gaffe, bah des fois ça zappe. Mais dans tous les cas, en dehors de ce côté-là où je n'aime pas trop souvent ce que je fais, il y a autre chose, c'est que je suis beaucoup basé sur l'intro. Sur l'impro, pas l'intro. Pour comprendre ça, il y a une vidéo que je voulais sortir sur Shadow 5 qui s'appelait l'improvisation, et dans lequel la morale, enfin la catchphrase c'était j'ai appris à improviser avant d'apprendre à jouer, qui est une phrase que j'ai déjà dit sur Shadow 5 et je voulais que ça revienne parce que c'est vrai. J'ai appris à improviser avant de masteriser. Pour vous dire, ma première vraie session de jeu de rôle, j'en ai fait avant, etc. Mais vraiment ma toute première vraie session où j'étais lâché, il n'y avait personne derrière pour me soutenir, c'était la session Rule of Rose sur laquelle s'est créé mon groupe actuel avec Charlie, Kemao, tout ça, des noms que vous commencez à connaître. Tu sais, la première session pour Rule of Rose c'était une session improvisée. J'avais écrit quelques bases de scénario, mais j'avais quasiment rien. Hein. Et je me suis beaucoup impacté en fait sur ce que proposaient les joueurs. Ils m'ont emmené à des endroits où j'avais pas du tout imaginé quand je réfléchissais au scénario avant. C'est aussi pour ça que j'aime l'improvisation, c'est que ça nous permet de rebondir sans avoir l'air d'être perdu. Si t'as l'air perdu H24, au moins ils savent pas quand est-ce que tu chies le scénario et quand est-ce que t'es vraiment perdu. Non mais voilà, ce que je veux dire c'est que voilà, pour moi l'improvisation c'est vraiment le meilleur point à bosser quand t'es MJ, parce que savoir improviser c'est la base. Et il faut pas que tu aies une tête terrorisée quand les joueurs vont en dehors de ce que tu avais prévu, il faut juste que tu puisses garder ton sang-froid et te dire ok, ça c'est sympa, je vais partir là-dessus. Pour moi c'est très important de savoir rebondir sur ce que proposent les joueurs. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Ce Mutant Année Zéro est un jeu de rôle d'improvisation. Oui, non, on peut écrire ce scénario avant. C'est un jeu de rôle d'improvisation. Tu ne sais pas quel est le gros fil rouge, enfin le petit fil rouge, le petit point impactant avant de démarrer la session, parce qu'en fait au début de la session tu tires une carte qui est une carte menace et qui donne un événement qui se passe dans l'Arche. Et si je donnais le contexte du jeu? Le contexte du jeu c'est très simple, nous sommes dans post-apo, nous sommes dans le dernier berceau de l'humanité, du coup les humains sont devenus mutants, sauf un, l'aîné, qui est plus ou moins le chef de l'Arche, mais qui devient vieux et qui ne peut plus le gouverner. Nous sommes du coup à l'année 0, l'année où les mutants vont devoir se débrouiller seuls et résoudre leurs problèmes tels que la survie, trouver de la bouffe, de l'eau, etc. Mais surtout du fait qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Ils sont stériles, ils sont dans l'incapacité totale de pouvoir se reproduire alors que ce qui est autour d'eux se reproduit, hein, les créatures sauvages, etc. Et du coup, voilà plus ou moins le contexte. Il y a aussi un truc avec l'Eden, en fait, qui est un lieu mythique, légendaire, on sait pas trop s'il existe vraiment, qui pourrait résoudre les problèmes des mutants. Comment? On sait pas, on sait que c'est censé le résoudre, que c'est censé être un endroit préservé, en fait, de tout l'apocalypse qui a eu lieu. Dans tous les cas, voilà, on tire des cartes de menaces, et donc il y a des événements qui sont aléatoires, on se base énormément sur le joueur. Quand je masterise Mutant Année 0, et d'ailleurs, vous allez me voir masteriser Mutant Année 0, parce que ça sera disponible à partir de février, il me semble, si je me trompe pas dans le planning, le temps qu'on finisse la campagne des Genesis et les quelques rediffusions qui traînaient, genre Légende des 5 Anneaux. Voilà, février, il y a le début de ma campagne Mutant Année 0 que nous on est déjà en train de jouer, mais de toute façon c'est normal, nous joueurs, qu'on doit prendre de l'avance, que comme ça si un jour il y a une session qui est annulée, vous avez quand même votre contenu, c'est pour ça qu'on prend de l'avance. Et du coup quand je masterise, je suis plus un chef d'orchestre, je gère le rythme, le tempo, je suis là en mode ah tiens là je vais laisser tel joueur, là je vais laisser tel joueur, parce que il faut savoir que dans l'Arche, le jeu propose beaucoup de gestion, il propose plein de choses et chaque joueur en fait peut vraiment gérer sa vie de son côté. Alors qu'à l'extérieur, généralement, c'est de la grosse survie, de l'exploration, etc. Faut aussi comprendre que j'avais des envies de rôliste avant ça. Avant de tomber sur Mutant Année 0, j'avais envie de faire du jeu de rôle survivalisme. J'avais lancé une petite campagne This War of Mine qui ne s'est pas faite. Mais c'est de sa faute. Voilà, si vous vous demandez pourquoi, si vous faites partie du Discord à Punta Rolista, vous vous demandez mais pourquoi il a jamais renouvelé l'appel pour This War of Mine. C'est simple, au début je voulais le faire, puis je suis tombé sur Mutant Année 0 qui proposait ce que je voulais masteriser vraiment. Donc du coup, bah, mon envie de jeu de rôle survivaliste, bah, il a un peu zappé This War of Mine, et je dis, bah, Mutant le fait, profitons de Mutant. Pareil, j'avais aussi des jeux de gestion qui s'étaient développés notamment avec Sable Rouge, et de micro-gestion, hein, pas de vraie grosse gestion, mais il y a de la gestion dans Mutant Année 0, on gère l'Arche, ses projets, comment elle va se développer, ça va développer sa nourriture, sa défense, sa culture. C'est vraiment très intéressant tous ces points-là en fait, et moi je voulais vraiment partir sur un truc comme ça. Mutant est un résumé de ce que j'aime dans le jeu de rôle, et de ce que je voulais faire en jeu de rôle. C'est vraiment pour ça que c'est un coup de cœur pour moi, et que j'en prends autant de temps pour en parler. C'est parce que vraiment j'aime Mutant du plus profond de mon cœur.
C'est pas pour rien que c'est un jeu coup de cœur, et c'est vraiment, je vous le recommande. Faites marcher ce bouquin, je vous en supplie. Faut savoir que Sans Détour, il y a un an, quand ils ont sorti le bouquin, ils étaient en mode ouais bon, pour les suppléments on verra. Nous ce qu'on fait, c'est qu'on sort le livre de base, s'il marche on sort le reste. Et le truc c'est que Mutant est une énorme gamme. Il y a pas mal de suppléments, il y a des cartes, il y a des dés, et en France on a que le livre de base. Et moi je trouve ça assez honteux dans le sens où Mutant est vraiment un bon jeu. Ok, c'est pas l'appel de Cthulhu, il y a pas tout le monde qui se l'arrache, mais en vrai, c'est un jeu qui, je pense, dans le temps, pourra vraiment avoir une grosse communauté assez fan. Malheureusement, en France, c'est très mal parti, parce qu'il n'y a que le livre de base, il fait un peu pitié, hein, enfin, il est de très bonne facture. D'ailleurs, c'est mon 3e jeu le plus joli que je trouve à l'intérieur, mais ça, j'en parle un peu après. Je vous donnerai mes critères, comment je trouve qu'un jeu peut être joli ou pas. J'en parle juste après, je rendrai la liste chronologique et juste après j'en reparle. Le problème, voilà, c'est qu'il paye pas de mine, il y a qu'un petit livre de base, il n'y a pas de supplément. En plus, le livre de base, il a un, mais il n'y a pas de suite. Enfin, quand tu regardes ça de loin, tu fais... Pfff. Et il n'y a pas une grosse promotion non plus, je trouve. Hein. Et voilà, alors que en réalité, le jeu en VO, je trouve un petit succès. Et récemment, il a eu son adaptation en jeu vidéo. Mutant Road to Eden. Qui est tout simplement basé sur le jeu de rôle en faisant une version un peu XCOM. Petit spoiler alerte, pas vraiment, mais justement, petit conseil aux maîtres du jeu qui veulent masteriser du Mutant, là, qui vient de m'écouter, qui vient de dire mais oui, mais il faut que je l'achète ce jeu. Interdissez vos joueurs d'approcher de la moindre image du jeu de rôle vidéo, du jeu vidéo du coup, c'est mieux, Mutant en est 0. Mais pourquoi, Jamy ? C'est très simple. En fait, le problème c'est que le jeu de rôle est fait par les Anglais, il n'est pas fait par Sans Détour. Sans Détour va pas sortir que le livre de base et sortir un jeu vidéo après, on est d'accord. Donc il est sorti par enfin je dis les Anglais, mais on se comprend, par les anglophones. Parce que je ne sais pas de quel pays vient ce jeu. Les anglophones. Et il est fait avec les suppléments. Et les suppléments, en fait, rajoutent beaucoup de choses dans l'univers, je ne dis pas quoi, mais ils rajoutent des choses, des points d'intérêt. Et si, comme moi, en fait, dans votre campagne, vous préférez commencer avec le livre de base, et quand là, vous sentez que ça s'essouffle un peu, bam, mettre un supplément pour qu'il y ait un nouveau point d'intérêt, parce que les suppléments rajoutent vraiment des choses, dans ce cas, il faut avoir préservé vos joueurs de la moindre image de Mutant Année 0, Road to Eden, parce que ça spoil vénère. C'est-à-dire que l'image juste de présentation du jeu spoil. Donc oui, ça va être compliqué, vous allez devoir leur dire de fuir toute information dessus, de tout fuir. Moi c'est ce que j'ai fait dès la première session, j'ai été clair, ils sont interdits de regarder les moindres images. Moi j'ai eu la chance de commencer avant que le jeu sorte officiellement, donc de leur dire fuyez toute image, cassez-vous. Voilà, comme ça au moins, ça évite que ça reste en crâne. Vous, peut-être que les joueurs auront peut-être vu un peu avant, mais bon, voilà, dites-leur de pas s'intéresser au jeu, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'après, s'ils s'intéressent au jeu, ça va pas détruire votre campagne, ça va pas détruire leur expérience de jeu, mais vous pourrez pas les surprendre avec les suppléments. Enfin bref, assez parlé de Mutant Année 0, c'est mon jeu favori pour plein de raisons que j'ai même pas évoquées ici, c'est incroyable. D'ailleurs les mutants par exemple, c'est pas des mutants à la X-Men, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça que je suis censé dire, mais trop de choses, vraiment intéressez-vous à Mutant Année 0, c'est un excellent jeu, essayez de faire en sorte de beaucoup l'acheter comme ça, Sans Détour continue de faire les productions de Mutant Année 0, ils nous sortent les cartes, les dés, les suppléments, et je serais très heureux parce que si Sans Détour le fait pas, de toute façon, si courant 2019, ils donnent aucune information sur Mutant VF, bah j'irai acheter la VO quoi. Et ça me fait chier parce que moi j'aime bien les collections françaises, donc parce que c'est ma langue et je comprends mieux. On verra, mais sans acheter. Faites fonctionner ce bouquin un bon coup là et on sera mieux. Bon, comme j'ai beaucoup parlé sur ce jeu, mais en même temps je vous avais prévenu, on va faire un jeu que j'ai pas grand chose à dire dessus, pour des raisons que je vais vous expliquer, même si je vais pouvoir gratter un peu de temps en parlant de comment je peux juger la beauté d'un livre. Nephilim, ça c'est l'édition 20e anniversaire qui est magnifique avec des gravures, etc. Le jeu de rôle de l'occulte contemporain, je ne sais pas vraiment de quoi il parle parce que je l'ai que survolé et que en fait j'étais déjà en pleine campagne donc je savais que j'allais pas le faire jouer tout de suite. C'est un jeu de rôle que je veux faire jouer un jour, que je veux lire, mais que je sais que pour l'instant c'est pas dans les plans parce qu'il y a déjà des trucs en fait en jeu. Donc Nephilim c'est pas pour maintenant. Le truc c'est que il y a eu un moment en fait où j'ai pas fait de campagne et je savais pas quoi faire, mais je savais que je voulais pas faire de contemporain parce que je sortais de Shield et de Night Black Agent, et ça faisait beaucoup de contemporain et j'avais besoin de me sortir du contemporain un peu, et c'est pour ça que je me suis pas intéressé à Nephilim alors que j'aurais pu eu l'occasion de le lire là. Mais voilà, ce qui compte c'est que du coup Nephilim est le plus beau jeu que je connaisse. Du coup je vais vous donner mon top maintenant sur mes 3 plus beaux jeux que je connaisse, c'est Nephilim, Degenesis, Mutant Année 0.
Ouais, mais Donjons et Dragons 5, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, ces jeux-là sont magnifiques. Et comment je juge? Pas qu'à la qualité des illustrations. Parce que la qualité des illustrations, j'ai envie de dire, tu peux faire un très joli livre avec des illustrations très sobres. C'est par exemple le cas, je trouve, de Tiny, qui est assez sympathique, et je vous en parle après, mais qui a des illustrations très sobres, qui sont pas... voilà, c'est pas les graphistes et illustrateurs de son détour, clairement pas. Mais c'est pas grave, parce que c'est quand même agréable à regarder. Le truc, c'est que pour qu'un livre soit joli, il faut aussi que la mise en page soit jolie, que l'information soit bien organisée. Sur l'information, je ne peux pas dire pour ce bouquin-là, parce que je ne l'ai pas lu, donc je sais pas si c'est brouillon ou pas. Par contre, je sais que par exemple, c'est Shield qui a une mauvaise organisation, qui du coup fait que je trouve pas le bouquin super beau, parce que vous savez, il y a des paragraphes à lire en dehors, en fait, vous savez, vous lisez le bouquin, et il y a les petits encarts, voilà, c'est ça, c'est des encarts, et dedans, il y a des informations, et à un moment, dans Shield, je bouquine, et puis t'as un encart qui commence fin de page, et qui continue sur une ou deux pages. Alors, je sais plus si c'est Shield ou pas, hein. Je vais dire Shield, mais j'ai un doute. On va dire que c'est Shield. Et moi, ça m'a super troublé à la lecture, parce que je suis en mode, mais je fais quoi? Je termine la lecture normalement, je reviens sur l'encart, je commence l'encart pendant 2 pages, mais du coup j'oublie le début de ta phrase, là, tu sais, quand je reviens. Enfin voilà, ça c'est mal organisé, c'est pas très joli. Et je suis désolé à Kagame si jamais c'est pas chill, pardon. Voilà comment je juge vraiment la beauté d'un livre. Il y a les illustrations qui comptent, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça, il y a la mise en page, la gestion des informations, je sais que je me répète, mais vraiment... moi je trouve ça un peu bête quand les gens s'arrêtent juste sur les illustrations ou quoi, parce que ce livre est magnifique. D'ailleurs, si vous avez fait, comme moi, lettres et arts un peu lors de votre licence, que ce soit en discipline associée ou en discipline principale, vous risquez d'être super heureux de ce bouquin, parce que dedans, il y a énormément d'œuvres cultes, et c'est magnifique à regarder. Je vais chercher quand même une petite illustration, parce qu'il faut vraiment comprendre que le jeu est vraiment pas déconnant sur ces illustrations, quoi. Là, vous me direz, oui, mais tu peux pas arrêter de parler d'illustrations et nous parler un peu de ce que propose le jeu, parce que c'est quand même, si le livre est joli, qu'on se fait chier. C'est vrai. Tiens, je me demande si mon truc c'était pas Shield, mais en fait vampire. Bref, je ne sais pas ce que propose le jeu. Je me souviens qu'il y a des histoires d'éléments, de magie, je sais que c'est assez contemporain, que c'est occulte, c'est pas horrifique, c'est juste occulte, mais je sais plus. Je sais réellement plus, je l'ai juste survolé, le bouquin en fait je l'ai eu à Noël dernier, après avoir tourné ma vidéo collection pour le coup. J'étais monté sur Paris, j'ai été voir mon frère, parce qu'on se voit qu'une ou deux fois par an, il m'a dit bah tiens, moi je t'ai rien offert cette année comme un cadeau d'anniversaire, je t'offre n'importe quel bouquin à la boutique de jeux de rôle du coin. Du coup on est y allé, et moi j'avais pas spécialement envie de jeu de rôle, je venais de finir Night Black and John, je sais que j'allais lancer Shield, et je l'avais déjà, et donc du coup bah j'avais aucun jeu de rôle qui me faisait plus envie que ça, et là je vois ce bouquin Néphilim, et je me dis bah voilà quoi. Magnifique, c'est vraiment pour ça, c'est pour ça que je parle depuis le début que des dessins, du fait que je le trouve beau, parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté. À la base, c'est parce qu'il est beau et qu'on m'avait dit du bien de Néphilim, comme que c'était un bon jeu. Même s'il y a eu un Kickstarter, c'est un Ulule exactement, Néphilim, une édition un peu chelou qui m'a pas intéressé. Du coup, je sais pas si le jeu est intéressant ou pas. Bref, j'ai beaucoup plus parlé que prévu, on va passer à la suite. Mais voilà, je ne sais pas. Et quelle suite? Paranoia, édition post-moderne, avec un joli étui, hein, qui, voilà, avec l'œil de l'ordinateur qui s'ouvre. Dedans, il y a, je vais pas tout vous montrer, il y a l'écran de jeu, de quoi faire des feuilles de personnages, le livre de base, donc qui se compare du livre du joueur et du livre du maître, le guide du complexe alpha, et le carnet des missions qui permet tout simplement d'être des scénarios. J'ai pas grand chose à dire sur Paranoia. J'ai voulu faire une vidéo sur Paranoia, et ça n'a jamais marché, à l'époque où j'essayais de continuer à faire vivre chez Rumsoin. Parce que en fait, je suis un peu déçu de cette édition, mais je ne sais pas si je suis déçu du jeu de base ou pas. En fait, je n'ai jamais lu les anciennes éditions de Paranoia, mais moi, de ce qu'on m'avait raconté, etc., j'étais quand même pas mal hype. J'avais fait une session viteuf en tant que joueur dans un one-shot il y a très très longtemps. C'était avant 2015, c'était avant que je commence le vrai groupe et que je joue régulièrement. Enfin voilà. Clairement, j'avais fait un one-shot Paranoia, c'était très rigolo, mais j'avais jamais lu les bouquins. Et je ne sais pas si ce que se trouve dans ce booking est similaire, et que du coup c'est peut-être le jeu de base à lire que je trouve moins intéressant, ou quelque chose du genre, je sais pas. Je vous avoue que je suis un peu perdu pour Paranoia, dans tous les cas c'est un jeu sympa.
attention parce que là je critique un peu. Édition pas postmoderne est une édition purement française, qu'en fait elle rattrape un peu les 10 ans de retard qu'on a eu, je crois, de souvenir, ou c'est la dernière édition, enfin... Il y a une connerie comme ça, je sais qu'on n'a pas eu d'édition de Paranoia pendant plus de 10 ans, et je remarque qu'elle vient d'être abîmée la boîte, ça me fait chier. Et le jeu est quand même très sympathique à jouer, très sympathique à masteriser, c'est un jeu de rôle à one shot. Enfin bref, ça reste un jeu assez sympa à jouer malgré tout, hein. Il est très drôle pour le coup, il y a plein de crasses dans le bouquin que tu peux faire pour tes joueurs, etc. Voilà, mes réserves, j'ai envie de dire, sont très personnelles, et je vous le recommande quand même, parce que vraiment... bah, c'est le jeu à sortir le soir quand t'es bourré à 3h du matin avec tes potes. Parce que t'as pas besoin de travailler. J'aime beaucoup ce genre de jeu, hein. J'avais déjà parlé ça avec Manteau d'Univers, mais c'est des jeux qui du coup se basent beaucoup sur le one-shot et l'improvisation et ça marche plutôt bien. Tout que... je suis assez déçu, mais durant le financement participatif, il y avait des petites cartes qu'on pouvait débloquer qui permettaient en fait de générer des missions aléatoirement, et vous savez que moi j'aime l'impro et c'est un truc qui m'aurait fait plaisir. Mais ça n'a pas été fait, et du coup le générateur de mission n'a pas été validé. Et ça m'a dégoûté, c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus en fait dans cette édition, parce que c'était typiquement, tu pouvais juste mettre le générateur de mission et partir en impro. C'est dommage, malgré tout, c'est quand même de bonne facture, c'est quand même bien. Jouez-y. Ah oui, juste rapidement, j'ai aussi le livre de mode en fait qui permet de modder ton jeu comme un jeu sur PC. Et en fait, il y a 4 modes, je crois, 4 ou 5. Il y a créature et château, donc à Donjons et Dragons. Il y a licorne et paillettes, c'est littéralement le nom. Investigation occulte, c'est du Cthulhu. Il y a Kung Fu laser et haut et court, qui est du western. Et en fait, à chaque fois, ça donne une fiche de perso différente et des règles à appliquer qui changent selon l'univers. Bon, il est le moment d'arriver aux 4 derniers jeux et d'accélérer un peu le rythme de cette vidéo. On va commencer par un jeu que je n'ai pas lu en entier, donc je n'aurai encore pas grand chose à dire. Polaris. Polaris c'est différent, c'est qu'il était dans mes recherches pour sortir une nouvelle campagne tout simplement, et en fait ça n'a pas intéressé tant de gens que ça comparé à d'autres univers. Donc voilà, Polaris n'a pas été lancé, surtout que là c'est la version 3, il y a 3.1 qui est sortie, qui est en 2 bouquins, qui a l'air très intéressante, et moi je veux m'assurer sur la version 3.1. Moi j'avais pris la version 3 parce qu'elle était en réduction sur Black Book Edition, pareil, hein, des promotions, et du coup je l'ai prise parce que bah, c'est toujours intéressant d'avoir une édition comme ça, et puis comme ça ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils ont changé entre la 3 et la 3.1. Parce que la 3.1 c'est quand même 2 gros bouquins, alors que la version 3 c'est qu'un seul bouquin, donc je sais pas, moi ça m'intrigue. En tout cas c'est le jeu de rôle des profondeurs, hein. C'est un jeu de rôle SF qui se passe sous la mer de souvenirs. Il a un côté très libre hein, dans ce qu'on peut y faire. Les joueurs peuvent avoir plusieurs trucs différents, il peut être... alors il y a de la magie dans le jeu, mais c'est pas littéralement de la magie. Mais il peut être autant des contrebandiers que, j'allais dire des voleurs, mais là on est dans la même classe, que des gardes, je crois, un truc du genre. Enfin, il y a vraiment dans les pré-tirés, en tout cas quand j'avais survolé un peu le jeu pour savoir ce qu'on pouvait faire, voilà, on peut être mercenaire, enfin il y a vraiment, je crois, beaucoup de choses, hein. Un cultivateur, un érudit, un archéologue. Voilà, de souvenir, je crois que c'est un jeu de rôle très ouvert en fait sur les possibilités. Et en fait, c'est juste, je pense, un bon boulot pour le MJ après de devoir créer des aventures qui se passent dans les profondeurs du coup de Polaris. Je sais qu'il y a une histoire où il y a quelque chose qui va pas bien et j'ai oublié ce que c'est. Mais d'accord, ça fait super peur. Il y a quelque chose qui cloche dans l'univers, je sais plus si c'est le niveau de l'eau, un truc comme ça, enfin il y a un truc qui va pas, comme d'habitude il faut un fil rouge sur lequel développer un peu de mystère pour les joueurs. Et je crois que le jeu a la réputation d'avoir une des pires créations de personnages, très difficile, mais satisfaisante une fois que tu arrives à faire ce que tu veux. On continue sur les gros jeux, et celui-là je l'ai pas lu en entier non plus. Ça va commencer à devenir récurrent. Non, c'est le dernier que j'ai pas lu en entier, mais en fait c'est surtout parce que je l'ai reçu que très récemment en fait, j'ai pas eu le temps de m'y plonger, et comme je dois déjà bosser Mutant Année 0, bah pas forcément le temps d'y plonger. Il faut savoir que lire un jeu de rôle, hein, si jamais vous ne citez pas, ça me semble étrange sur la petite page JDR, mais c'est quand même beaucoup d'investissement hein, pour retenir les règles, retenir l'univers, les points, parce qu'on ne lit pas juste comme on lit, il y a vraiment une grosse implication qui doit être faite, et c'est assez dur. En tout cas voilà, Rêve de Dragon, dans une jolie édition avec du coup Aventure dans le monde de Rêve de Dragon, donc Invitation au voyage, et Rêve de Dragon, livre de base, le jeu de rôle d'Oneric Fantasy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du milieu fantastique qui se passe dans des Rêves de Dragon, qui est le jeu de rôle, Gilus l'avait résumé comme ça sur Twitter, qui est très drôle, c'est le jeu qui valide de manière canon ta gueule c'est magique. Parce que tout simplement comme ça se passe dans des bréchures, enfin dans des Rêves de Dragon, qui a des brèches, où tu peux passer d'un rêve à l'autre.
et bah tout simplement tu peux juste dire aux gens, ah oui, peut-être que la dernière fois j'avais dit ça, mais ça comptait pour l'autre rêve, dans ce rêve là c'est pas les mêmes règles. Un joueur est pas là, bah il s'est perdu dans une brèche, il revient, t'inquiète. Enfin, voilà, le jeu c'est ta gueule, c'est magique littéralement. En vrai j'aime beaucoup ça, c'est des petits points de détail que j'aime dans Rêve de Dragon. Je pense notamment au fait que les magiciens en fait ne sont pas des magiciens, mais en fait ce sont des gens qui arrivent à manipuler les rêves de dragon pour concrétiser des choses qui s'apparentent à de la magie du coup dans l'univers. Et j'aime beaucoup en fait ces petites choses là. Voilà, c'est vraiment dans les détails. Et pour vous dire, le livre qui m'intéresse le plus, c'est celui-là. C'est le traité de la flore et de la faune dans les rêves de dragon, et c'est littéralement le traité de la faune et de la flore. Avec très peu de texte en fait, hein. C'est beaucoup d'illustrations et c'est très RP de souvenirs. Et bon voilà, c'est ce que j'aime vraiment dans les univers. Moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup d'ouvrages. Je pense à un livre que j'ai beaucoup voulu acheter, que j'ai jamais eu. C'est le livre de cuisine de Loup-Garou. Ils ont sorti un supplément qui est le livre de cuisine, je crois, qui est exclusif à Ulule, je sais plus, et dans lequel en fait on a des recettes, on a une recette à faire, et je crois qu'elle est faisable IRL pour chaque clan des loups-garous. Voilà, c'est très très con, mais je trouve ça très drôle ce genre de bouquin, et moi j'aime ça quand les jeux de rôle se permettent de proposer du pur RP quoi, enfin pour le coup le livre de cuisine c'est pas du pur RP, mais là pour le coup c'est clairement un truc, enfin. À part aller voir ton joueur et faire « Ah tiens, cette petite fleur là qui ressemble à de la figue, c'est une lutube !» Je veux dire, en vrai, au jour tu décris juste qu'il y a une fleur qui ressemble à une figue, ça va, tu vois. Mais là non, c'est une lutube. Enfin bref. Malgré tout, est-ce que je recommande Rêve de Dragon? Oui, parce que cette réédition, en fait, est une réédition. Littéralement, de ce qui se faisait dans les années 90, c'est le même système de jeu, ils ont juste remis à jour les dessins. Et comme ça, bah, si jamais vous voulez jouer à Rêve de Dragon et que vous aimez posséder le truc, bah achetez-le. Sinon, je crois que les règles sont trouvables gratuitement sur l'internet. Dans Non, JRTM, c'est pas ça. Mais ouais, il y a... Il y a moyen de le trouver gratuitement et d'y jouer tranquillement, gratuitement. Malgré tout, c'est toujours sympa d'avoir une pièce de collection. On en vient à un jeu qui n'est pas un de mes jeux préférés, mais qui est passé à ça, c'est dommage. Tiny. Du coup, dans les rêves, les jouets font la loi de sa punchline de JDR Edition, une boîte d'édition que j'aime bien pour un truc tout con, c'est que en fait la patte graphique d'un de leurs illustrateurs ressemble énormément en fait à celle d'un ami qui travaille là-dedans, enfin qui fait ses études là-dedans pour le moment. Et du coup voilà, moi ça me fait rire. Et ça m'a créé une sympathie de manière très conne pour la boîte. Je suis en mode, ah, tiens, c'est marrant, ça dessine un peu comme lui. Voilà, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire du coup, sur Tiny? C'est un jeu où on joue des jouets et on bat ce qu'on appelle les Akiméri, qui sont en fait des créatures qui se nourrissent de la peur enfantine pour se matérialiser dans la vraie vie et faire des choses horribles, comme le font les démons. J'aime beaucoup ce petit aspect très intéressant de peur infantine, c'est-à-dire que par exemple quand l'enfant atteint les 12 ans, bah tu ne peux plus être son jouet et tu dois tu vas être mis sur un autre enfant parce que ces peurs deviennent celles d'un adolescent et d'un plus tard adulte, et donc ce sont des peurs qui ne peuvent plus nourrir les Akimérides. Et je trouve ça très intéressant, c'est très rigolo, bien justifié pour le fait de jouer avec uniquement des enfants. La loi de plomb, qui est la loi qui est rigide sur les jouets, qui dit tout simplement que, bah voilà, par exemple, c'est un secret, tu vois, les enfants ne doivent pas savoir. Si un adulte voit les jouets s'animer, il doit faire en sorte que ça ne se bruite pas, quitte à devoir supprimer le témoin. Ça, c'est un cas très extrême, hein. Normalement, c'est pas censé arriver tous les 2 jours, mais je trouve ça très rigolo, cette règle où les jouets vont peut-être devoir un jour faire quelque chose d'absolument horrible pour l'enfant, juste parce que pour préserver cette loi de plomb qui garde le secret des jouets. On en vient au dernier jeu, enfin, qui est tout simplement un jeu que j'ai lancé en IRL, que j'aimais beaucoup en tant que joueur, et en fait j'ai remarqué qu'il m'a pas plu en tant qu'MJ. Ça arrive, c'est Vampire, la Mascarade, 20ème édition anniversaire, et je préfère Loup-Garou. J'aime bien mettre un peu de feu sur mon drama, c'est bon. Non mais oui, non, moi je préfère largement faire jouer Loup-Garou que Vampire pour le coup. Donc Vampire, 20ème anniversaire, plusieurs choses à reprocher, premièrement le jeu. J'ai pas envie d'être méchant, mais les bouquins
d'Arkham Edition ne sont pas très intéressants. Il y a des copies, littéralement, des textes qui sont copiés-collés dans l'univers qui rappellent les mêmes points, littéralement. Il y a un paragraphe que je peux vous retrouver en double qui se trouve pas trop loin en plus dans le bouquin. Mal organisé, j'avais fait la même critique sur Loup-Garou, mais Vampire c'est la même chose, c'est mal organisé. T'as une information qui est page 20, puis après pour avoir la suite tu vas à page 70, et ils te disent ah oui mais allez à page 290, qui lui te dit ah mais si tu vas à 52 tu peux savoir. Et le truc c'est que des fois bah, les informations sont distillées comme ça dans plein de chapitres, sans jamais qu'ils fassent rapport en mode vous pouvez savoir plus d'infos en allant là-bas. Et donc du coup bah si tu survoles un peu, ou si tu vas un peu vite pour chercher une information, tu peux jamais trouver ce que tu cherches exactement comme précision. Bref, pas un travail parfait là-dessus. Malgré tout, le jeu, l'univers marche très bien, c'est Vampire, hein, c'est pas pour rien que c'est un gros classique du jeu de rôle. C'est pas ça que je critique. Je rejoins Rollis TV sur leur critique sur le fait que l'apparition, je sais plus comment ils appellent ça, mais je crois que c'est des disciplines, un truc comme ça, mais en gros des pouvoirs des vampires donne un côté très donjon et dragon, hein, et un peu spécial. Dans lequel les joueurs vont plus s'intéresser du coup à leurs stats qu'à leur RP, et moi c'est pas ce qui est arrivé dans mon groupe, mais c'est vrai que je vois ce qu'il veut dire, et c'est vrai que c'est assez étrange. Malgré tout, ça reste de bonne facture. Là j'en fais des critiques, en mode j'aime pas ça, mais c'est parce que j'ai eu une mauvaise expérience en tant qu'MJ, parce que ça ne correspond pas à ce que j'aime masteriser. Loup-Garou, j'arrive mieux à y aller avec mon style que Vampire. Malgré tout, nous sommes quand même sur de la bonne qualité. Ça reste Vampire, donc je vous le déconseille pas d'acheter, parce que, encore une fois, c'est Vampire, c'est un classique du jeu de rôle. C'est normal, j'ai envie de dire, d'être sûr au moins qu'il y ait un petit peu de qualité derrière. Vient alors le compagnon que j'ai eu pour avoir l'écran de jeu. Deux souvenirs, il y a 2-3 trucs, mais c'est pas si intéressant que ça, le petit livret compagnon. J'ai vraiment plus les compagnons dans les bouquins de jeux de rôle, si je me souviens bien, ce qu'on me disait. Parce que j'achète pas beaucoup de compagnons, mais en gros, c'est, il y a des 2-3 détails qui sont pas pu mettre dans le bouquin de base, du coup, ils les mettent là. Pour le coup, c'est vraiment des détails pas très intéressants. Par contre, supplément que j'ai bien aimé, c'est Secret des clans. Chiant à lire, par contre. Chiant à lire, parce que le style d'écriture n'est pas parfait. Il y a malgré tout un chapitre qui marche très très bien. Même si je sais qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à ça, parce que le problème c'est que... comment dire ça de manière gentille, le problème c'est que... voilà, les clans sont très clichés, les dessins de vampires sont moches, l'écran de jeu est dégueulasse, c'est de la photographie, mais c'est toujours les mêmes en plus. Je veux dire, t'as pas une ambiance quand tu regardes l'écran de jeu de vampire, t'as l'impression de voir un photo-shooting pour le cosplay de la TGS, quoi. Et encore, là je suis méchant pour la TGS, parce qu'ils avaient de plus jolis cosplays, quoi. Enfin bref. TGS, hein, Toulouse Game Show, représente. Ouais, c'est ces photographies-là, là. Et il y a même le sosie de JDG dessus. Bref. Est-ce vraiment intéressant? Non, par contre, j'avais bien aimé lire le chapitre des Malkaviens, parce que comme vous savez, ils sont survendus comme « Ah là là, on est trop fous, etc. » Premièrement, je trouve que le chapitre est plutôt sobre là-dedans. Enfin, genre, le personnage qui écrit dit plus ils ne nous comprennent pas que « Ah, je suis fou !» ce qui marche mieux. Et pour le coup, en fait, c'est du coup, comme ils sont censés interpréter la folie, bah, le style d'écriture est différent des gens normaux, et avec des gros guillemets, hein, vous les avez vus. Je veux dire des autres vampires qui sont moins oh là là, on est trop fous, et qui du coup ont un style d'écriture plus chiant à lire, et alors que là, bah, c'était un peu plus rigolo. C'est pas non plus parfait. Ouais, un peu... en fait, un peu bof, puis j'en parle, ce vampire. Malgré tout, c'est vrai que si on me propose de faire une session, je dirais pas non. Mais en joueur, puis en MJ, je n'irai plus ces bouquins, je les garde pour la collection, mais Vampire, déçu, et n'écoutez pas là ce que disent les deux frères, hein, je crois que c'est Gélius qui préfère Vampire, je ne sais plus. En tout cas, que ça soit Gélius ou Norgueul, celui qui a raison, c'est celui qui préfère Loup-Garou, parce que c'est mieux. Je sais plus qui préfère quoi. Tant pis. Du coup, ma blague marche plus. Mais est-ce que j'ai fini au moins? Oui, cette vidéo est finie. Donc, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je suis désolé, la vidéo est très longue. Les autres seront beaucoup moins longues, hein, les autres vlogs qui seront tournés pour décembre de manière générale. Cependant, voilà, une collection, voilà, si tu parles un peu des jeux, bah forcément tu mets un peu de temps, et je voulais pas juste dire j'ai ce jeu, au revoir, j'ai ce jeu, au revoir, parce que c'est pas très intéressant, et j'aurais pu faire ça avec juste une image, un tweet Twitter, enfin voilà quoi. Là je voulais un peu vous en parler, vous donner des avis,
Voilà, si jamais il y a des jeux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous dire, hein, sur Twitter, sur Discord, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, tout est là. Rejoignez-les, suivez-les, et venez nous dire si vous êtes intéressé à un jeu de rôle grâce à cette vidéo. Ou grâce à une autre, d'ailleurs, grâce à un overlay. Par exemple, je sais pas, vous avez vu l'overlay des Genesis, vous vous êtes dit, mais il faut que je joue à des Genesis. Vous l'avez acheté. Voilà, dites-le nous. Bon, parce que c'est intéressant quand même de voir ce qu'on peut transmettre, tout simplement par les vidéos. Voilà. Bon, vous connaissez hein, le truc habituel, hein, le petit like qui fait plaisir, l'abonnement, le petit partage, hein, si vous en avez la foi, sinon c'est déjà très gentil d'avoir fait le reste. Le petit commentaire, ça aide au référencement, et comme la petite pause peine un peu à décoller, ça peut être très gentil de mettre un commentaire. Si vous savez pas quoi dire, hein, juste un petit coucou, hein, nous ça nous suffit, ça nous fait plaisir, c'est-à-dire que vous avez regardé notre vidéo, et en plus de ça, ça référence mieux la vidéo, et ça nous permet de dire, hey, vous avez vu, YouTube, nos vidéos ont de l'interaction, mettez-nous un peu en avant, voilà. Bon, et bah écoutez, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour le prochain vlog, et sinon bah à la prochaine tout simplement.